Nous allons maintenant recevoir des industriels qui sont déjà en mouvement. Ce sont des industriels engagés. Je vous demande d'accueillir Vincent Pluquet, président de VG-Plast, Yvan Riva, PDG d'AG-Plast Eco-Concept et Xavier Croisy, directeur de l'usine de Chalon-sur-Saône de Citec Environnement. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. On va faire un tour d'horizon rapide. Vous allez vous présenter en quelques mots, présenter votre activité. Vincent Pluquet, VG-Plast. Bonjour, merci de m'accueillir ici à Gerland pour un match plastique contre recyclable, si j'ai bien compris. VG-Plast, donc c'est une société que j'ai créée il y a plus de 15 ans qui, alors je peux l'expliquer difficilement en 5 minutes, mais qui fabrique des matériaux qui sont d'origine végétale, donc biosourcés, et qui sont biodégradables. Ensuite, il y a des formations de 20 heures. Là, certains vont intervenir là-dessus pour expliquer tout ça, parce que pour le consommateur, c'est pas bien clair. On va essayer de clarifier les choses au cours de ces témoignages. Yvan Riva, PDG d'AG-Plast. Bonjour, AG-Plast. C'est une société. Ça fonctionne très bien. Excusez-moi. Vous entendez. 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 collaborateurs, des presses jusqu'à 2500 tonnes. On transforme 3000 tonnes de matières recyclées par an. Ce qui fait qu'on économise à la planète 30 millions de kilomètres de véhicules. Et nous sommes premiers producteurs français de composteurs pour collectivités. Et là, ça a du sens. On va y revenir. Et à vos côtés, Xavier Croisy. Bonjour Xavier. Bonjour, donc moi je suis le directeur de l'usine de Citec Environnement. C'est une entreprise qui met sur le marché des poubelles, donc des conteneurs à déchets. Nous faisons partie du groupe ESE qui lui-même fait partie du groupe RPC et nous apportons à nos clients des solutions de stockage temporaire de déchets. Donc nous sommes en plein, au cœur en tous les cas, des réflexions dans le domaine de l'environnement. Je vais commencer par donner la parole à Vincent Pluquet parce que vous avez été pionnier en quelque sorte en essayant de diversifier la matière première et donc ce sont les végétaux au service du plastique. Alors je viens de l'agriculture, je ne suis pas du tout ingénieur plasturgiste mais ingénieur agri. J'ai travaillé dans un groupe coopératif agricole qui cherchait à valoriser sa matière végétale, en l'occurrence le maïs dans le sud-ouest de la France. C'est comme ça qu'on a travaillé, qu'on travaille toujours avec les universités, notamment de Toulouse, pour transformer l'amidon, les fibres, en plastique. Alors comment fait-on? Que fait-on avec des végétaux? Qu'est-ce qu'on peut produire et réaliser en plastique? Aujourd'hui, on peut pratiquement tout faire. On peut même réaliser des emballages qui sont aptes au contact alimentaire. On a des propriétés qui sont intéressantes, qui commencent à résister à la température, des propriétés techniques. Depuis 20 ans, ça a bien évolué. Ce qui n'a malheureusement pas évolué, c'est le prix. Ça reste toujours plus cher que des plastiques d'origine pétrochimique parce qu'on fait un chiffre d'affaires qui est faible, qui est très faible. On ne bénéficie pas de la maximisation, mais quand on bénéficiera de la maximisation, on aura des prix très compétitifs par rapport à des plastiques d'origine pétrochimique. Donc c'est ce qu'on appelle le biosourcé, c'est bien cela. Est-ce que c'est forcément biodégradable ? Biosourcé n'est pas obligatoirement biodégradable. Il y a par exemple du polyéthylène qui est fabriqué à partir de canne à sucre, qui n'est pas biodégradable. Et inversement, on peut utiliser des molécules de la pétrochimie, comme pour faire principalement des sacs plastiques, qui sont biodégradables, mais qui ne sont absolument pas d'origine végétale. Nous, VG-Plast, on se contraint à travailler uniquement sur les plastiques rigides, biodégradables et biosourcés, parce qu'on pense que la voie est dans cette direction. Alors, est-ce que vous faites l'unanimité auprès des défenseurs de l'environnement parce que vous utilisez des terres cultivables avec une culture conventionnelle? Donc, même problème pour les agriculteurs que pour les plasturgistes, un dénigrement de la part d'ONG, etc. Bon, depuis la nuit des temps, les terres agricoles sont utilisées pour faire du non alimentaire. J'en ai sur moi d'ailleurs. Certains fument, c'est la même chose. Et si on transformait les 320 millions de tonnes de plastique sur la planète, ça ne représenterait que 1% de la surface agricole utile. Alors, vous avez débuté l'aventure il y a 15 ans. Vous étiez pionnier. Vous étiez un peu en avance, non un peu trop?
Je dirais que on est une vieille start-up et on est toujours entre guillemets pionnier parce qu'on peut dire que le marché du biodégradable, biosourcé n'existe pas aujourd'hui. Et quand j'ai démarré il y a 20 ans, j'assistais à des colloques qui parlaient notamment du PLA avec des potentiels de production. C'était en 2000, ils disaient qu'en 2005, ce serait 1 million de tonnes de PLA qui seraient fabriquées. Finalement, on est toujours un peu... L'explosion n'a pas encore eu lieu, mais elle va avoir lieu. Je ne sais pas quand, mais elle va avoir lieu. Alors il semblerait qu'il y ait des prémices. Ça bouge beaucoup depuis quelque temps et ça fait frémir un peu les industriels de la plasturgie. Et merci de m'avoir invité encore, parce que c'est vraiment une opportunité qui arrive à nous, industriels, parce qu'on est des industriels de la plasturgie, on a des presses à injecter, on a des extrudeurs. Mais aujourd'hui, il existe d'autres solutions que du plastique pétrosourcé. Il y a ce plastique biosourcé qui peut donner du travail, des emplois et faire tourner toutes nos machines. Et c'est vraiment dans ce sens-là que VG-Plast veut accompagner, veut aider les industriels à transformer ce type de matière. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, on a eu, c'était anecdotique mais intéressant, il y a une dizaine d'années, un pic important avec la capsule compatible Nespresso. C'était une volonté d'une personne, en fait, qui était le fondateur de Nespresso, de partir dans cette direction-là. Bon, ça a fait pchit pour diverses raisons et on ne va pas en débattre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est pas la volonté d'une personne, mais ce qu'on ressent, c'est la volonté de citoyens. Parfois mal informés, certes, mais plutôt d'une population assez jeune qui veut évoluer vers des solutions plus propres. Et je dirais que le plastique biosourcé biodégradable est une des solutions parmi tant d'autres. C'est intéressant pour tout ce qui a durée de vie courte, mais le plastique a tout son intérêt pour l'automobile, l'aérospatial, tout ce qui est à durée de vie longue. Donc, il y a un mariage qui peut se faire et c'est pas un match, on n'est pas contre, on travaille ensemble et on va faire une belle partie ensemble, je crois. Ouais. Je vais donner la parole tout de suite à Yvan Riva, parce que vous aussi, vous avez eu de l'avance. Vous vous êtes lancé il y a une dizaine d'années déjà dans cette logique. Vous saviez que le moment allait venir. Bon, vous avez attendu un petit peu longtemps quand même. Il y a 10 ans que nous sommes engagés dans un projet de développement durable sur les 3 axes, dont la matière recyclée représente celui qui est lié à l'éco-conception. Donc les 3 axes, c'est l'économie, le social, l'économie, l'environnemental. le social, sociétal. Donc ça veut dire aussi qu'on achète nos moules en local, qu'on essaye de faire du circuit court sur nos approvisionnements en matière, qu'on les réduit de jour en jour. L'idéal, ce serait d'acheter la matière à la porte d'à côté. C'est la philosophie, en tout cas. On en a fait un projet d'entreprise, ce qui fait qu'on a aussi un modèle social qui est actif. On travaille sans chef d'équipe. Tout le monde a le droit à la promotion interne. On implique nos fournisseurs dans nos résultats. Enfin, voilà, ce genre de choses qui font qu'on essaye de donner du sens, parce qu'à la base, la matière recyclée, c'est pas spécialement sexy, c'est plus sale, c'est moins régulier, il y a plein de désavantages. Mais intégré dans un projet de développement durable avec du sens, à ce moment-là, on capte d'autres centres d'intérêt. Et notamment pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas très intéressés par l'industrie, sauf quand vous leur parlez de développement durable. Et là, d'un seul coup, ils ouvrent une oreille. Et donc, si vous pouvez lier le travail dans le monde industriel avec un projet lié au développement durable, vous suscitez de l'intérêt et du coup, vous avez des jeunes qui se... Donc ça, c'est intéressant. Une question qui s'adresse à tous les trois. Pourquoi vous avez choisi cette orientation, cette économie circulaire? Est-ce que c'est par opportunité économique ou est-ce que derrière, il y a une philosophie, il y a une envie de manager autrement, de faire différemment votre métier? Qu'en est-il de votre côté? J'ai démarré au sein d'un groupe coopératif agricole où j'ai développé une plateforme de compostage industriel pour les agriculteurs qui manquaient de matière organique. Mais pour cette plateforme de compostage, on manquait de matière, de déchets verts pour fabriquer ce compost. Et à côté, du plastique, enfin du maïs pour en faire du plastique. Plus la volonté de voler de mes propres ailes fait que j'ai créé VG-Plast. Voilà. Donc il y a une opportunité qui était économique, réellement. Mais est-ce que derrière, il y a des convictions personnelles? Est-ce que, je ne sais pas, vous vous sentiez mal dans votre précédent job? Monsieur Riva, pourquoi vous avez choisi cela? Alors moi, c'est purement par philosophie, mais lié par mon passé. J'ai fait 8 ans chez Plasticomium.
18 ans chez Scholler, donc des groupes importants, un groupe internationaux. Et le jour où j'ai eu l'opportunité d'acheter une PME, j'ai dit est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Et il fallait les faire différemment. J'ai acheté en 2008, donc année de la crise aussi. Hein, et puis après, par philosophie, tout simplement, moi je suis utilisateur de la nature. Je skie, je fais du VTT, des choses comme ça, du bateau. Donc j'utilise la nature et il me paraît logique de préserver cette nature que j'aime tant. Donc c'est plus par philosophie. On va donner la parole à Xavier Croisy sur ce sujet. 75% de matière recyclée dans ce que vous produisez. Comment s'est fait ce choix ? C'était d'abord un choix financier pour l'ensemble du groupe. Il fallait que nous fassions des économies sur la matière et le recyclé était pour nous une opportunité de faire quelques économies. Néanmoins, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça permet de fédérer finalement aussi l'utilisation de matières recyclées, fédérer à l'intérieur même de l'usine parce que ça intéresse l'ensemble des acteurs, mais ça intéresse aussi à l'extérieur de l'usine puisque de plus en plus, nos clients qui sont des collectivités territoriales viennent nous visiter. Nos fournisseurs, évidemment, ont tout intérêt à travailler avec nous. Donc finalement, on a réussi à lier à la fois l'opportunité financière et les aspects philosophiques associés à l'économie circulaire. En 5 ans, vous êtes passé de 15% à 75% de matière recyclée. Comment vous avez fait ? Il y a vraiment eu une volonté globale du groupe ESE que d'investir dans l'utilisation de la matière recyclée. Je pense que si on n'avait pas eu cette vision globale qui a été impulsée par le CIO du groupe à l'époque, clairement nous n'aurions pas ces résultats aujourd'hui, puisqu'il a fallu fédérer l'ensemble des départements, que ce soit les achats, la recherche et développement, la production, la qualité, pour pouvoir digérer, j'ai envie de dire, la quantité de matière recyclée que nous allions mettre sur le marché. Aujourd'hui, il y a des résultats économiques importants qui sont positifs chez chacune de ces entreprises. Est-ce qu'on peut dire que, M. Riva, votre entreprise est gagnante à 100% par ce projet qui était assez atypique à l'époque ? En tout cas, la stratégie nous a permis de passer la crise. La société achetée en 2008 faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On espère réaliser 9 cette année, donc le modèle a l'air d'être en tout cas durable. Est-ce que grâce à cette stratégie, vous avez de nouveaux clients actuellement qui se pressent à la porte? Est-ce que vous sentez un emballement, sans jeu de mots? Alors ça fait partie des critères, et si je peux venir dessus tout de suite, en exprimant quels sont les 4 freins, les 4 premiers freins. Le premier frein, c'est pour l'utilisation de la matière recyclée, c'est le noir. La couleur noire est un vrai problème, pose des problèmes aux sociétés de tri et de recyclage. On ne peut pas trier, pas le tri optique, ne reconnaît pas le noir. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième, ce sont les caractéristiques matières générales. Mais après, tout de suite, le troisième, c'est le marché. Le marché, parce que nous, si nous transformons de la matière, c'est pour mettre sur le marché, pour mettre des produits sur le marché. Et le marché doit être prêt à accepter de la matière recyclée. Et là, il y a encore du travail. Mais ce qu'on voit, c'est que les plus grands donneurs d'ordre sont aujourd'hui tous sensibilisés. On travaille aujourd'hui, par exemple, on fait des palettes pour McDonald's pour assurer le flux, et on est fournisseur exclusif de palettes de transit pour McDonald's d'Europe en matière recyclée. On vient d'être contacté par Decathlon. Voilà, les grands donneurs d'ordre ont déjà cette sensibilité, mais entre avoir une sensibilité et être prêt à acter, il y a un petit peu de... Et attention à ce que la réglementation ne nous mette pas de plomb. Et le quatrième, je viens sur le quatrième point parce qu'il vient tout de suite derrière. Donc le marché n'est pas très prêt, on commence à se poser des questions. Mais après, l'organisation interne des entreprises doit changer. Parce qu'aujourd'hui, mettre de la matière recyclée dans un produit, il faut avoir un procédé complètement inversé. C'est-à-dire qu'il faut connaître la disponibilité des matières sur le marché du recyclage et ensuite concevoir ces produits avec ça. Aujourd'hui, quand on conçoit un produit en matière vierge, le bureau d'études conçoit la pièce sur le cahier des charges du client, donne ça à l'acheteur. Là, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Et d'ailleurs, nos confrères recycleurs, qui étaient bien représentés tout à l'heure, doivent exprimer auprès des transformateurs les disponibilités et non pas poser la question « de quoi avez-vous besoin ?» Nous, on a besoin de savoir ce qu'ils sont capables de proposer. Et là, c'est un grand changement. On va demander à Xavier Croisy de réagir sur ce sujet, parce que vous êtes concerné, évidemment.
Et c'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, notre problématique principale dans le domaine de la matière recyclée, elle est plus technique, j'ai envie de dire. On a passé ce cap. On a eu énormément de problèmes. On a tout cassé dans notre usine, les moules, les machines, etc., en utilisant la matière recyclée. Ça nous a coûté des fortunes. Néanmoins, maintenant, on a passé ce cap et ce qu'on recherche, c'est à se sourcer. On a toujours beaucoup de difficultés à se sourcer, notamment dans des couleurs particulières. Le noir est compliqué, c'est la raison pour laquelle nos commerçants vendent plutôt du gris, parce que là c'est facile de trouver du PEHD gris sur le marché. En revanche, il y a aussi des pays qui recherchent des bacs à déchets jaunes, rouges, bleus. Et dès lors qu'on est dans des couleurs un petit peu exotiques pour nous, alors on a des difficultés à se sourcer. Donc là où les recycleurs peuvent nous aider, c'est réellement à trier correctement, à sélectionner aussi un certain nombre de couleurs pour pouvoir nous alimenter. Sur le sourcing, Vincent Pluquet, vous n'avez pas les mêmes difficultés? Disons que de la matière agricole, il n'y a pas de problème, on en a à profusion. Donc il y a quand même un point important, comme on est sur un marché qui est très faible aujourd'hui et qui va exploser, tout le monde est d'accord, même le monde de la finance l'est. Et on voit qu'on attire beaucoup plus des investisseurs aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on est quand même amené à acheter certains biopolymères qui viennent d'autres continents parce qu'il n'y a pas les volumes. Et là, j'invite encore le monde de la plasturgie à dire, dès qu'il y a des volumes, il faut investir dans des bioraffineries pour transformer certaines matières agricoles en biopolymères qui font partie des plastiques biodégradables qui permettent de faire des produits aptes au contact alimentaire. Donc c'est qu'une question de volume. Sinon, la matière, il n'y a pas de problème. On a tout ce qu'il faut, même en France. Pas besoin d'aller loin. Au niveau sourcing, Xavier Croisy, est-ce que vous pourrez aller au-delà de 75% de matière recyclée, étant donné les difficultés que vous rencontrez? Notre challenge est de dépasser ce pourcentage. On pourra probablement y arriver si on est accompagné par des personnes qui, dans le domaine du recyclage, sont capables de nous fabriquer des compounds à des teintes qu'on va rechercher. Ce que je vous disais tout à l'heure, la difficulté de nous sourcer, finalement, peut être remplacée par le compoundage. Donc on travaille avec une entreprise aujourd'hui qui va, à partir de colorants, nous permettre d'obtenir des couleurs claires, du vert clair par exemple, du bleu clair, etc. Donc ça va passer par des partenariats avec des fournisseurs qui vont devoir peut-être avec nous investir dans du matériel industriel particulier nous permettant de développer ce fameux sourcing. Yvan Riva, la matière vierge chez vous représente environ 30%, c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer un 0% bientôt, prochainement chez vous? Alors, je peux l'imaginer par demande des clients, mais certainement pas par dogme. C'est-à-dire que moi, je ne vous pose pas les choses. Et on a choisi une stratégie. On met de la matière recyclée en priorité. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à nos clients. On dit d'abord, on va vous proposer quelque chose en matière recyclée. Mais si un marché a besoin de matière vierge, parce qu'il faut quand même savoir que si aujourd'hui il y a de la matière recyclée à récupérer, c'est parce qu'avant, il y a eu de la matière vierge qui a été utilisée, que les proportions de consommation de matière recyclée par rapport aux matières vierges, ça n'a rien à voir. On parle de 1 pour 1000, je ne sais pas. Mais donc il faut pas avoir de dogme, il faut simplement aller avec du bon sens et de l'équilibre. Et puis, oui, ma société, j'aimerais qu'elle consomme que de la matière recyclée, mais ce n'est pas une stratégie. Vincent Pluquet, est-ce qu'avec le bioplastique ou le biosourcé, on peut tout faire, absolument tout, ou est-ce qu'il y a des limites? Pour tout ce qui est produit à durée de vie courte, oui, on peut pratiquement tout faire. Je pense que l'avenir des bioplastiques biodégradables, c'est plutôt autour de l'emballage. Par contre, tout ce qui est produit très technique, je dirais que la plasturgie a 70 ans, 90 ans de recherche, alors que tout ce qui est plastique d'origine végétale, c'est une vingtaine d'années de recherche, pas plus. Donc on est quand même en retard, mais sur des produits qui n'ont pas besoin de propriétés vraiment très importantes, comme de l'emballage, oui, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Dernière question à tous les trois, avant de recevoir d'autres invités, et vous pourrez rester bien sûr pour échanger avec eux, mais est-ce que vous avez des soucis en termes de recrutement? Est-ce que c'est facile, par exemple, de recruter des spécialistes de la matière recyclée, du biosourcé? Est-ce qu'il y a ce savoir-faire dans notre pays?
Alors, spécialiste du recyclage, pas encore, hein, on ne va pas se mentir. Hein, aujourd'hui, le sujet est trop récent et on a des difficultés à recruter comme tous nos confrères qui transforment les autres matières. Vincent Pluquet. Je dirais vive l'apprentissage. Hein. Nous, on a des apprentis ingénieurs qu'on forme et qui sont également formés de façon généraliste à l'école. Ce sont nos meilleurs employés. Xavier Croisy, sur le recrutement. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a choisi la voie interne. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup par empirisme, finalement. On apprend, on se trompe, et puis de temps en temps, on réussit quelques trucs, on est content. Je vous propose d'accueillir maintenant un formateur et une jeune chef de projet junior chez Rovip. Rémi Lukowski et Justine Fleutelot vont venir nous rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Bienvenue. Rémi Lukowski, formateur en éco-conception, et Justine Fleutelot, donc spécialiste de l'éco-conception. Vous connaissez, vous avez suivi l'enseignement, vous enseignez. Est-ce que cette filière attire des jeunes ? Oui, effectivement, la filière attire de plus en plus des jeunes. Pour preuve, le CIRFAP, donc, qui est le centre de formation interrégional alterné de la plasturgie, donc qui reçoit effectivement que des apprentis de la plasturgie, représente à peu près 400 élèves en moyenne chaque année. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, sur la thématique de l'économie circulaire et de l'éco-conception, environ 45 apprentis. Voilà. Quels sont les types de formations que vous proposez dans le détail ? Alors, dans le détail, ça va être un peu sans en long. faire la liste exhaustive. Voilà, parce que du coup, ça représente effectivement beaucoup de formations allant du CAP au Bac plus 5, donc que ça soit des cycles ingénieurs ou que ça soit des diplômes universitaires, notamment du coup une licence et un master spécialisé avec une double compétence, donc éco-conception et plasturgie, avec nos partenaires universitaires, universités de sciences. En quoi consiste cet enseignement que vous dispensez ? Alors, ça consiste effectivement, pour citer monsieur tout à l'heure, en l'apprentissage du bon sens, pour la réponse courte. La réponse plus longue, c'est pour la partie éco-conception, économie circulaire, des sensibilisations et une introduction effectivement à tout ce qui est impact environnementaux. Également l'apprentissage de toutes les méthodes d'éco-conception, illustrées par de nombreux exemples effectivement de ce qui se fait dans la plasturgie, mais pas que. Parfois la nature ou les autres industries d'ailleurs peuvent effectivement nous apporter effectivement des bonnes solutions. Et également, bien entendu, la partie plasturgie. Et les jeunes en fin de cursus, que ce soit en fin de master, en fin de licence, on les fait également travailler sur des projets industriels qu'on obtient de vous, d'ailleurs. Donc effectivement, pour les vraiment mettre en situation. Voilà. À savoir que l'ensemble, enfin de plus en plus de nos formations, que ce soit en formation en interne ou partenaires, intègrent, plus ou moins dans le détail bien entendu, de plus en plus d'économie circulaire et d'éco-conception. Voilà. Justine Fleutelot, donc chef de projet junior chez Rovip, spécialiste de l'éco-conception. Rovip, 60 salariés dans l'Ain. Quand avez-vous suivi cette formation et comment ça s'est passé ? Dites-nous. Alors, moi, j'ai commencé la formation par la licence professionnelle en 2014 et j'ai suivi tout de suite après, donc de 2015 à 2017, le master matière plastique et éco-conception. Et mon master, je l'ai fait avec l'entreprise Revip, dans laquelle je suis actuellement. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, que ce soit en entreprise ou à l'école. Quels ont été les points forts de cette formation, selon vous ? Selon moi, on voit le monde de la plasturgie dans la globalité. Donc non seulement on apprend la matière, ce que c'est, de quoi elle est composée, on apprend à la transformer, pourquoi elle se transforme et aussi sa fin de vie, son vieillissement et comment transformer cette matière. Et on ne voit pas que les bons côtés, on voit aussi les inconvénients malheureusement qu'il peut y avoir et savoir comment on peut les éviter ou travailler avec. Avant de suivre cette formation, quelle image vous aviez de la plasturgie, honnêtement ? Est-ce que c'est un secteur qui vous attirait, qui vous intéressait ? Alors pour être honnête, j'ai trouvé cette formation plus du côté éco-conception, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'ai un peu tiqué quand c'était de la plasturgie, parce que un peu comme tout le monde, je voyais ce qu'on me disait à la télé. Donc c'était pas forcément rose. Et après, je me suis dit, pourquoi pas, s'ils ont associé les deux, c'est qu'il y a une raison. Et je regrette absolument pas,
parce qu'on apprend ce qu'est le plastique et on connaît bien mieux ce domaine maintenant. Aujourd'hui, est-ce que votre métier actuel est directement lié à la formation que vous avez reçue ? Oui, oui, tout à fait, parce que je pense que le métier principal qu'on a à la fin du master, ça reste chef de projet. Et d'avoir la casquette éco-conception nous pousse aussi à aider nos collègues, à leur montrer tous les points positifs que peut avoir le plastique. Et non, moi, je me sens tout à fait en accord. Alors, sur l'éco-conception, j'aimerais vous entendre, messieurs, les producteurs, les industriels. On a là une réponse à vos besoins de monter en puissance en termes de compétences. C'est plutôt rassurant, j'allais dire, monsieur Riva. C'est essentiel, hein, mettre de la matière dans un produit plastique aujourd'hui sans l'éco-concevoir. De toute façon, les clients le demandent aujourd'hui. Donc nous, on n'a pas le choix, transformateurs. Donc c'est une très bonne chose d'avoir des formations qui vont nous alimenter pour les profils dont on a les besoins à venir. Monsieur Croisy, vous prenez des formations en alternance peut-être. Comment se passe la montée en gamme chez vous ? Oui, alors on a effectivement de l'alternance chez nous, plus dans la partie technique que dans la partie recherche et développement, dans la mesure où la recherche et développement se trouve en Allemagne. Pour il y a notre groupe. Caricaturiste qui fait les siennes et qui dit c'est Barbie qui m'a fait aimer le plastique. Oui, c'est vrai, il y a de ça. Donc l'éco-conception est clairement essentielle aujourd'hui pour pouvoir apprendre à digérer aussi de la matière recyclée. Quand je vous disais qu'on avait cassé nos machines et nos moules, c'est pas par hasard. Je pense que c'est une des étapes qu'on a ratées dans le groupe, l'éco-conception, parce qu'on a cru qu'on allait pouvoir mettre de la matière recyclée comme on utilisait le vierge. Le résultat, c'est qu'on a changé une grosse partie de nos équipements. Maintenant, les moules sont conçus pour pouvoir intégrer de la matière recyclée et on en voit le résultat. Du côté de VGplast, sur la formation, vous êtes étonné quand vous entendez que des jeunes, ça y est, sont prêts à venir vous rejoindre avec des compétences à la hauteur de vos attentes? Non, c'est super. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes qui vont dans ces directions-là, dans ces formations-là. J'étais à l'ISPA il y a 15 jours, des ingénieurs plasturgistes qui sont dans le plastique, qui ont l'esprit green, quoi, qui veulent faire quelque chose de green et qui sont intéressés par toutes ces filières. Et c'est important, l'éco-conception, pour le consommateur, parce qu'il attend, le consommateur, que ça lui explique comment est fabriqué le produit, qu'est-ce que ça a consommé comme pétrole, comme dégagé comme CO2, etc. Ça donne des explications et c'est important pour le consommateur. C'est une attente de la part du consommateur, l'éco-conception. Justine, je reviens vers vous. L'éco-conception aujourd'hui chez Rovip, comment ça se traduit concrètement? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Donc l'éco-conception, ça reste assez large, mais on va dire qu'on a déjà trois groupes de travail. Il y en a un qui est sur l'énergie, donc lié à l'ISO 50001, dont on est certifié depuis l'année dernière. Donc ça va être regarder où est-ce qu'on consomme et comment on peut faire pour réduire ses consommations. Nous avons un groupe de travail plus général à l'environnement, donc ça va être la sensibilisation du personnel, qui est vraiment très importante. Il faut comprendre ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller. Et on a aussi les achats responsables, parce qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi, n'importe où, il faut que ça soit aussi de la qualité. On fait beaucoup de veille sur les matériaux, les process. On demande maintenant de plus en plus à nos fournisseurs de matière, à nos moulistes, on va dire, comment on peut intégrer tout ce qui est matière biosourcée, recyclée, et pour pouvoir augmenter notre gamme de produits et pouvoir ajouter de la matière recyclée ou biosourcée dans nos produits. Donc aujourd'hui, vous vous sentez bien dans ce milieu de la plasturgie? Oui, je me sens bien. Je suis investie et j'espère qu'on pourra faire encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Rémi, une certaine fierté peut-être de votre côté. Quel est le bilan et les perspectives surtout que cette formation offre à vos yeux? Alors, plusieurs points. Le bilan pour les apprentis, effectivement, comme tu disais très bien, Justine, beaucoup partent comme chef de projet, éco-conception et ou plasturgie, tout dépend. Donc effectivement, on constate que la majorité des jeunes trouvent effectivement des postes dans les 6 mois. C'est aussi l'avantage d'une formation en alternance, concrètement. Des perspectives pour les entreprises, ça leur donne des perspectives aussi pour être aidés sur l'éco-conception, pour avancer sur le sujet. La preuve, autour de la table, certains ont des apprentis effectivement chez nous. Et bilan pour le CIRFAP, l'idée c'est de continuer à intégrer de plus en plus effectivement d'économie circulaire dans toutes les formations. Je pense que c'est pour l'intérêt de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Dernier tour de table, conclusion, messieurs, et quel message surtout vous voulez
retenir ou transmettre aujourd'hui à vos collègues qui sont dans la salle? Monsieur Riva. Non, un message optimiste, parce que si je fais un petit bilan, si je regarde ce qui s'est passé les 5 dernières années en termes de changement de l'opinion publique, de changement de comportement des clients et changement de la disponibilité des matériaux et dans leur qualité, c'est une révolution. Il y a eu autant de changements les 5 dernières années que dans les 30 dernières années. Donc c'est plutôt bon signe. Merci beaucoup, Xavier Croisy. Nos clients, c'est avec eux qu'on travaille et ils nous poussent toujours à aller plus loin dans le domaine de l'utilisation de la matière recyclée. Donc je pense qu'on a effectivement un vrai avenir sur ce sujet. Vincent Pluquet. Moi, je vois une belle opportunité, mais je demande au pouvoir public de faire le boulot. Je pense au tri sélectif. La collecte des déchets, le tri sélectif, c'est élémentaire. Et ça, c'est les pouvoirs publics qui peuvent le faire. Et enfin, Justine, le mot de la fin, pour vous, vous qui représentez l'avenir de la filière. Je dirais qu'il faut nous faire confiance, même si on est jeune, on a des connaissances, certes, faut les augmenter, mais faites-nous confiance et agissons tous ensemble. Pour vous aider en tout cas, il y a des gens qui vont vous faire confiance dans vos projets de développement. Sachez que dans la salle, il y a des représentants de BPI aujourd'hui qui sont à votre écoute et qui peuvent, pourquoi pas, accompagner des projets de développement. Merci beaucoup à tous les 5, on peut les applaudir. Merci.